Bonjour, il est 9h04. Nous allons commencer. Donc, je suis Alexandre Gourette, coordonnateur avec Florent Bègue de l'Axe Sobriété numérique et Transition socio-écologique de l'Obvia, dirigé par Christophe Abrassard et Stéphane Roche. Vous êtes venus assister à la conférence intitulée Stratégie de pérennisation numérique de l'héritage culturel, entre rêve technophile et réalité, la voie de la sobriété par Anne Bayot. La séance d'aujourd'hui est la seconde d'une série de 4 conférences-discussions qui ont lieu cet automne. Ces conférences-discussions s'interrogent sur les stratégies concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour recourir aux technologies numériques sans tomber dans les nombreux écueils de leurs empreintes socio-environnementales qui, comme vous le savez, tendent aujourd'hui à rendre globalement problématique, si ce n'est contre-productive, l'utilisation de ces technologies à des fins écologiques. J'avais écrit cette phrase, elle est trop longue pour être prononcée à l'oral. Dans ce cadre, je suis ravi d'accueillir Anne Bayot. Donc Anne est professeure des universités en études germaniques à l'Université du Mans et Research Officer auprès de l'infrastructure européenne de recherche d'Aria Eric. Ses recherches portent sur l'archivage, l'édition numérique savante et l'impact environnemental des technologies numériques en contexte patrimonial. Ce questionnement en particulier nourrit l'écriture d'un livre intitulé From Handwriting to Footprinting, Text and Heritage in the Age of Climate Crisis, publié en 2023 et qui a fait grand bruit. Nous avons la chance de pouvoir en savoir plus maintenant avec votre conférence, Anne. Nous aurons environ 30-45 minutes pour discuter ensuite, jusqu'à 10h30. Donc sans plus attendre, Anne, c'est à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si tout marche aussi bien que quand on a essayé tout à l'heure. C'est tout bon? C'est parfait, Anne, merci beaucoup. Ok, super, très bien. Moi aussi, quand j'ai relu le titre que j'avais proposé, je me suis dit quand même, c'est un peu long, j'aurais pu faire plus simple, mais voilà, il est là. Stratégie de pérennisation numérique de l'héritage culturel entre rêve, technophile et réalité, la voie de la sobriété. Et je voudrais commencer par mettre deux exemples en regard. Alors, par contre, j'arrive pas. Voilà, là, vous voyez bien la slide suivante, n'est-ce pas? C'est tout bon? Avec les deux citations? Oui, oui, c'est bon, c'est Ok, bon. parfait. Donc, je voudrais commencer par ça, par deux exemples. Approche cette question, aborde cette question de la pérennité de l'héritage culturel. Donc, le premier exemple à gauche, c'est un extrait très célèbre de l'ouvrage de Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation. Alors, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai pris une traduction un peu au hasard sans vraiment comparer les différentes traductions existantes. Pardon, mais c'était pour éviter de vous infliger de l'allemand. C'est un passage assez célèbre dans lequel, en fait, au début du Malaise dans la civilisation, Freud prend l'exemple de quelqu'un qui se promènerait dans Rome et ce que cette personne voit. Donc, c'est ce qui commence comme ça en disant, prenons pour exemple l'évolution de la ville éternelle. Et ce qu'il constate, c'est que quelqu'un qui se promène dans Rome peut voir les différentes strates historiques de la ville. Il y a des restes qui datent de différentes époques et puis ces restes coexistent d'une certaine manière dans la géographie de la ville. Il en conclut donc, tous ces vestiges de la Rome antique surgissent disséminés dans le chaos d'une métropole qui s'est développée. Bien des strates anciennes sont assurément encore enfouies dans le sol de la ville ou sous ces bâtiments modernes. Ce qu'il dit aussi dans une des parties qui est entre crochets, c'est que en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est pas forcément tel que c'était au moment où c'était la réalité quotidienne des gens, mais une façon dont cette réalité du passé s'est intégrée à quelque chose du présent ou a été reconstituée, réintégrée dans le paysage du présent. Et voilà de quelle manière, conclut-il, nous apparaît la conservation du passé dans les lieux historiques comme Rome. Donc en fait, dans ce passage que Freud utilise, à vrai dire, en guise de métaphore, il dit pour lui, cette image de Rome, c'est une façon d'expliquer comment fonctionne la psyché humaine. Mais il part vraiment de cette situation de départ. Ok, ben alors je me promène dans Rome. Et je me promène dans Rome avec mon guide historique à la main pour pouvoir essayer de reconstituer qu'est-ce qui était quoi, qu'est-ce qui vient de quelle époque. Il y a cette idée que déambuler dans l'espace urbain, c'est quelque chose qui permet d'aborder la stratification du temps, qui permet aussi de voir les destructions et la coexistence de différentes strates temporelles. Alors, évidemment, dans le cas de Rome, qui est une ville-musée, c'est particulièrement frappant.
Freud aborde cette question-là, cette question des destructions du passé qui s'intègrent dans le présent en savant. C'est-à-dire le guide touristique qu'on a à la main, il permet de dire, ben, d'un point de vue factuel, scientifique, on peut dire que ça date de telle période. Mais en même temps, ça veut dire aussi que, enfin, quand on regarde vraiment ce qu'il est en train de décrire, c'est quelque chose d'extrêmement mortifère et que, du coup, le caractère mortifère de ce qu'il est en train de décrire, il se le réapproprie par une forme d'autorité, c'est-à-dire que l'articulation même du caractère ravageur et arbitraire des processus civilisationnels se trouve légitimée d'une certaine manière par l'autorité discursive. Voilà, c'est quelqu'un qui tient un discours extrêmement savant et articulé sur ce sujet. Donc, en fait, ça efface quelque part un petit peu de la violence qu'il y a derrière. Et donc, il y a cette idée que le savoir et le fait de donner à connaître ce savoir dans un livre, en l'occurrence, efface quelque chose de la violence sous-jacente à une histoire qui est faite de conquête et de destruction, qu'elle soit naturelle ou causée par l'être humain. Ce qui est assez intéressant également dans cet exemple, c'est que Freud parle de la ville éternelle. Bon, c'est le cas particulier de Rome, mais c'est intéressant au sens où il explique, où ça pointe en fait la capacité de la civilisation humaine à s'inscrire dans une forme de pérennité. Donc ça, c'était il y a un siècle. Et puis plus récemment, vous avez l'exemple sur votre droite où vous voyez des activistes de Just Stop Oil qui jettent de la soupe sur un tableau très célèbre, Les Tournesols de Van Gogh. Donc, on a là affaire à quelque chose de très différent, puisque c'est une action de désobéissance civile qui avait pour but de sensibiliser aux conséquences du changement climatique, et avec l'argument que, bah voilà, il y a énormément d'efforts qui sont déployés pour préserver l'héritage culturel, alors qu'à côté de ça, des gens meurent en Afrique et on s'en soucie très peu. Je précise que ce tableau était protégé par une vitre et qu'il n'a absolument pas été abîmé, c'est-à-dire que là, c'est une action absolument symbolique qui est faite. L'idée de l'action en elle-même, c'était de manière symbolique à nouveau de pointer l'injustice climatique en rompant quelque chose qui pourrait être considéré comme l'ordre bourgeois, ce qui est le principe même de la désobéissance civile, c'est-à-dire on va créer une disruption pour amener un groupe social à bouger sur une position de privilège. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'était effectivement de défier une forme de privilège ou une forme d'autorité, encore plus, d'autant plus que ce sont évidemment deux jeunes femmes qui ont fait cette action, ça renforce cet écart, et donc au final, ces deux jeunes femmes, pour cette action purement symbolique, je le répète, ont été envoyées en prison. Cette image-là, elle a fait le tour du monde, en tout cas de l'hémisphère nord, et toujours dans l'hémisphère nord, il y a eu à peu près personne pour les défendre, c'est-à-dire qu'il y a eu plutôt un consensus sur le fait que l'action elle-même invisibilisait la cause qu'elle voulait défendre, qui est, entre parenthèses, ce qui est en général dit dans le cadre d'actions de désobéissance civile liées au climat. Alors, ce qui me semble intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis ces deux choses en parallèle, c'est qu'en fait, dans le fond, leur message est très similaire. L'idée, c'est que la civilisation humaine est chargée d'inégalités, que la destruction et la violence lui sont inhérentes, et que dans le cas de la citation de Freud, d'une certaine manière, c'est accepté, en particulier parce qu'il est dans une position de privilège, et inversement, dans le cas des activistes, c'est dénoncé, avec évidemment l'accélération du changement climatique. Et l'un comme l'autre, en fait, joue aussi beaucoup sur les moyens de dissémination ou de communication qui sont à leur disposition. Freud ne s'adresse qu'à un public lettré, qu'à des gens qui vont être comme lui, des gens savants, alors que les activistes, justement, en utilisant des plateformes comme Instagram, TikTok, etc., essayent de sortir un peu de ce schéma extrêmement classiste dans cette approche des questions de destruction inhérente à la préservation du patrimoine, du coup qu'il soit naturel ou culturel. Je vous laisse avec cet ensemble pour rentrer dans le vif de mon sujet, la question de la transmission de l'héritage culturel dans une perspective pérenne. Euh, le point de départ, en fait, de toute réflexion sur ce sujet, c'est quelque chose d'assez évident, c'est que de toute façon, il est impossible de tout garder ce qui est produit par la civilisation humaine en général, et qu'il s'opère inévitablement une sélection. Cette sélection, elle peut se faire selon des critères qui peuvent être formulés, par exemple par les missions des institutions patrimoniales. Telles archives vont garder les écrits correspondant à
ce qui s'est passé dans tel ministère de telle période à telle période. Donc, ils ont une mission très claire. Il y a aussi des sélections qui s'opèrent au hasard des destructions, au hasard des guerres. Il y a des bâtiments qui brûlent. Et d'ailleurs, pendant les différentes guerres, et c'est des choses qu'on a revues clairement pendant la guerre en Ukraine ou qu'on revoit aussi à Gaza, il y a une destruction ciblée de tout ce qui concerne le patrimoine de manière à effacer certaines dimensions de la mémoire. Donc il y a là un enjeu qui n'est pas neutre et qui est très largement politique. Mais de mon point de départ dans tout ça, c'est que partant de cette impossibilité de tout garder, il va falloir inévitablement faire des choix parce que ce qui va être préservé ne va pouvoir l'être qu'à un certain prix en ressources. C'est-à-dire que conserver, cataloguer et mettre à disposition du public des artefacts, quels qu'ils soient, c'est quelque chose qui intrinsèquement coûte des ressources de différentes sortes pour maintenir, par exemple, un certain degré d'humidité ou une certaine température dans les endroits où on va préserver les artefacts. En général, ces choix et ces sélections, quand ils sont faits ou quand ils sont institutionnalisés, c'est de manière alignée sur les valeurs des sociétés concernées. Donc, par exemple, en Europe, c'est assez clair. Nous avons une littérature d'hommes blancs qui est clairement adossée au mythe du génie créateur en général. Et cette vision-là, elle est perpétuée au fil des siècles par des efforts de transmission particuliers, donc tous les efforts de conservation, ou inversement par un non-effort de transmission, ce qui revient à une non-transmission. Et ce qui est intéressant dans la métaphore de Rome qui est utilisée par Freud, et ce qu'il dit, c'est que certains éléments dans ce patrimoine ou dans cet héritage culturel, ils vont être du coup plus saillants que d'autres. Donc, pour des raisons diverses. Ce qu'il dit aussi, c'est que certains éléments peuvent être retrouvés si on va gratter. Donc, à la limite, ça veut dire qu'il faut détruire ce qu'il y a par-dessus pour aller retrouver ce qu'il y a en dessous. Mais que aussi, certains éléments ont définitivement disparu et ne peuvent pas être retrouvés. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu avec ces trois ordres euh, de transmission qu'il faut qu'on travaille dans le domaine de l'héritage culturel, de ce genre de phénomène de sélection. Donc, on ne peut pas tout garder, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place physique, il n'y a pas la place mnésique non plus. Et un des efforts récents qui a été fait par la communauté scientifique dans une certaine mesure, ça a été de réfléchir aux biais dont on a hérité dans la manière dont cette mémoire sélective s'est mise en place au fil des siècles. Malgré tout, et en particulier dans le domaine numérique, il reste quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion de totalité, c'est-à-dire si vous regardez un peu les projets de numérisation, on va vous dire qu'il faut tout numériser. C'est-à-dire tout numériser de ce qu'on a conservé dans le monde physique, ce qui est déjà en soi une sélection. Or, on sait très bien qu'il ne va absolument pas être possible de tout numériser. Mais on a une situation où le numérique, finalement, est une sorte de miroir de l'analogue et où on a le plus souvent l'illusion de disposer d'une place encore plus infinie pour les représentations numériques d'artefacts que dans le monde physique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de problème de place, entre guillemets. Un autre point qui me semble assez intéressant dans cette numérisation un peu mal pensée, c'est le fait que quand on dit numériser en général, on veut dire un scan, c'est-à-dire une représentation visuelle, une image d'un artefact. Or, les artefacts, ils changent dans le temps. Donc, en fait, quand on réalise un scan de quelque chose, c'est un scan à un temps T, et on pourrait vouloir refaire des scans plus tard, itérer, pour voir comment cet objet évolue et en fait, d'une certaine manière, on ne peut, enfin, cette reproduction visuelle, elle est elle-même extrêmement contingente, alors que la plupart du temps, elle est considérée comme une sorte comme étant identique à l'objet lui-même. Donc ça, c'est aussi un point un peu de faiblesse, disons, dans la question des représentations numériques de l'héritage culturel. Dans cette approche, qui est celle des pays de l'hémisphère nord, en fait, on a extrêmement confiance dans la technologie. On a confiance dans le fait que la technologie, en particulier, va nous permettre de tout numériser et de pouvoir utiliser ces numérisations. Bon, évidemment, mon point va être de vous expliquer que tout ça a un certain nombre de conséquences. Ce biais technophile, il est extrêmement présent. Il est présent aussi jusque dans les rapports du GIEC, du groupement intergouvernemental sur le climat, où ça a été dénoncé dans un article récent, le fait que le technosolutionnisme, en fait, d'une certaine manière, prend le pas sur des solutions plus pérennes, dans un rapport en particulier.
Ce qui est important de dire à propos de ces technologies qui sont considérées souvent comme miraculeuses, c'est que, il y a souvent on a tendance à surestimer le temps de leur développement, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un truc marche dans un laboratoire à petite échelle qu'on va pouvoir transformer ça en levier social mondial. Et en général aussi, ce qui est surestimé, c'est l'ampleur de leur potentiel déploiement. Donc, ce qu'on sait déjà, par exemple dans le cadre des stratégies d'adaptation, c'est que ça ne va pas reposer sur une solution technologique miraculeuse, mais une palette de solutions qui peuvent être mises en place. Euh, une autre conséquence de ce biais technophile, c'est quelque chose comme la surenchère dans la génération de produits numériques. Alors là, je mets entre parenthèses une anecdote. J'ai été contactée cet été par une journaliste qui était très inquiète, qui voulait faire un article sur le fait que c'était quand même dramatique, que toutes les incroyables choses qui étaient produites sur Instagram, sur TikTok, etc., en fait, on ne pouvait pas les conserver. Comment est-ce qu'on va faire? C'est une archive extraordinaire. On est en train de... Comment est-ce qu'on peut faire pour conserver cette archive-là qui a quand même une qualité esthétique, etc. Et c'était très compliqué d'expliquer à cette journaliste que c'était une vision vraiment extrêmement coloniale de ce qui mérite d'être considéré comme de l'héritage culturel et qu'en fait, oui, bien sûr, il y a certainement des choses très bien, mais que la masse est telle que la question est mal posée d'une certaine manière, qu'il faut prendre les choses par un autre bout. Et en fait, une des grandes difficultés, c'est qu'il est extrêmement difficile de d'avoir des repères, en particulier sur les ordres de grandeur en termes d'impact environnemental. Là, j'ai vu circuler un chiffre qui disait qu'un prompt, c'était l'équivalent d'une heure de cuisson au four. Alors, quel prompt, quel four, quelle cuisson je sais pas, voilà, le problème, c'est qu'on opère avec ce genre de comparaisons qui peuvent aider ou peuvent ne pas aider et en fait font un peu oublier la dimension systémique de la chose. C'est comme si on pouvait isoler le prompt ou l'heure de cuisson au four de tout ce qu'il y a autour. Alors, je vais aller assez vite parce que je pense que ça, tout le monde le sait. Donc, je ne vais pas enfoncer mes portes ouvertes pendant trop longtemps. Je voulais juste rappeler que actuellement, nous avons en fait dépassé non pas 6 comme c'est écrit ici, mais 7 des limites planétaires. Vous l'avez certainement vu la semaine dernière, la barrière de corail. C'était et à son tour, voilà, disparu. Donc, ce qui est important avec cette notion de point de bascule planétaire, c'est des limites dont on ne sait pas très bien ce qui se passe une fois qu'elles sont passées. Donc, vous avez à gauche une citation qui est tirée voilà, de la page web de Stockholm, là. Crossing boundaries increases the risk of generating large-scale, abrupt or irreversible environmental changes. Drastic changes will not necessarily happen overnight, but together the boundaries mark a critical threshold for increasing risks to people and the ecosystems we are part of. Ce qui est important dans cette citation, c'est enfin, plusieurs choses qui sont importantes, mais notamment la temporalité qui est là. C'est-à-dire, il y a cette idée que bon, bah, ça va pas avoir lieu du jour au lendemain. C'est quelque chose qui du coup, reste d'une certaine manière invisibilisé dans les sociétés de l'hémisphère nord, où on continue dans une logique donc, de business as usual. Et ces points de bascule sont liés entre eux avec des effets de domino imprévisibles. Et la grande difficulté, c'est de réussir à essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez et comprendre cette notion de seuil critique. Je vous rappelle que la trajectoire actuelle, elle est plutôt dans le dessus du rouge de cette courbe, c'est-à-dire que nous nous acheminons vers quelque chose de l'ordre de plus 3 degrés, plus 3,5 degrés, et on ne sait pas vraiment ce que ça va faire, mais c'est très inquiétant. Et la part du numérique là-dedans. Alors, on estime de manière générale que le secteur numérique émet à peu près 3 à 4 de ce qui est produit en termes de gaz à effet de serre au niveau global. Je pourrais vous dire que c'est l'équivalent de l'aviation civile. Je pourrais vous dire que c'est l'équivalent de tous les poids lourds du monde. Je ne sais pas si ça vous aide à vous rendre compte de ce que ça veut dire. Euh, un certain nombre de graphes et d'informations qui dans les slides suivantes proviennent du rapport du Shift sur l'intelligence artificielle. On voit notamment ce point que la consommation mondiale en électricité générée par le numérique a augmenté de 18% par an depuis 2 ans. Et vous avez une projection
qui montrent bien qu'on s'attend à ce que cette consommation continue à augmenter très très vite. Donc en bleu, la consommation des centres de données, en orange, celle des réseaux, et en gris, celle des terminaux. Une des principales difficultés que je rencontre moi personnellement quand je veux discuter des questions d'impact environnemental du numérique autour de moi, c'est que en général, les gens disent ah, mais j'ai regardé combien mon téléphone consomme et c'est pas tant que ça. Bon, le numérique, c'est pas juste mon téléphone. Bon, le numérique, c'est toute l'infrastructure de réseau qu'il y a derrière, toute l'infrastructure de centre de données qu'il y a derrière. Et en fait, ce dont on n'a pas forcément conscience, c'est à quel point il y a de plus en plus d'objets connectés dans le quotidien de l'hémisphère nord, et c'est des objets qui, de toute façon, vont se connecter quoi qu'il arrive. Donc, en fait, ça rajoute de la consommation. C'est ce que vous voyez avec la petite voiture connectée. Vous avez des frigos connectés, vous avez des aspirateurs connectés. Ça rajoute quand même énormément. Et le fait aussi que les technologies de réseau, par exemple la 5G, est beaucoup plus gourmande que la 4G, qui est elle-même plus gourmande que la 3G, sont également des facteurs importants. Donc, quand on veut en fait calculer le calcul d'empreinte, calculer l'empreinte environnementale de ben, moi mon téléphone ou moi mon ordinateur, en fait, il faut prendre en compte la totalité du cycle de vie que vous voyez là. Et pour chacune de ces étapes, évaluer quelle est l'empreinte environnementale, c'est-à-dire à la fois les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'impact sur les ressources en eau, la biodiversité, etc., etc., pour chacune des étapes, et pas seulement pour la phase d'utilisation pardon, et de maintenance, mais aussi pour les phases antérieures, d'extraction, production, distribution, et ensuite tout ce qui concerne la fin de vie. Et c'est là qu'il y a vraiment des choses qui sont comment dire, qui ne sont pas très visibles, on va dire, dans le discours. C'est-à-dire, là, je vous ai remis un exemple pour vous montrer que rien que les centres de données qui deviennent de plus en plus importants, c'est quand même assez compliqué de mesurer leur empreinte. Il y a énormément d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Ce sont des graphes qui viennent du rapport du Shift. Donc, si on regarde la phase de production, ce qu'on voit, c'est que ben, dans un téléphone, c'est ce que vous voyez là à droite, c'est un exemple. Il y a pas mal de ressources naturelles qui sont nécessaires pour produire ces terminaux, en particulier certains métaux rares qui sont pratiquement épuisés. Les conditions de travail dans les mines concernant ces métaux sont très souvent proches de l'esclavage. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucune forme de protection sociale. Souvent, les enfants sont exploités et ce sont des gens qui sont exposés à des matériaux toxiques, des fumées toxiques, etc., sans protection. Ensuite, un autre point qui est souvent mal connu, c'est l'impact des phases d'assemblage et de distribution qui sont souvent éclatées géographiquement et qui font qu'en fait, un téléphone, entre le moment où il commence à être produit et le moment où il est distribué à la personne qui va l'acheter, il a déjà 4 fois fait le tour du monde en avion en moyenne. Une autre phase, donc, ce que je disais, qui est souvent mal prise en compte, c'est la question de la fin de vie des appareils, des terminaux numériques. Donc, ce qui s'appelle en français les DEEE, les déchets électriques et électroniques, e-waste, donc qui sont un problème énorme de par le monde, mais que nous ne voyons pas parce que ce n'est pas chez nous. Ça a notamment des conséquences sur la santé, des conséquences immédiates sur la santé des gens qui vivent à proximité de ces décharges. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce que toutes ces choses-là, elles sont là. Si on regarde, on le voit, mais en fait, il y a tout un discours d'invisibilisation de tous ces éléments. C'est une stratégie, en fait, des industries polluantes en premier lieu. Eux, ce qu'elles veulent au niveau économique, évidemment, c'est maintenir une consommation profitable et au niveau éthique, a priori, se dédouaner de leur responsabilité dans l'affaire. Donc, leur stratégie, ça consiste à jouer sur la culpabilisation individuelle. Donc, en gros, trie ta poubelle et tout ira bien. Et avec un discours axé sur une croissance considérée comme indispensable. Et donc, ces industries polluantes, elles ont développé depuis qu'on sait tout ça, c'est-à-dire quand même il y a un petit moment, les années 70, un certain nombre de dispositifs d'enfumage. Alors, c'est là que j'arrive à la limite de ce que je peux faire en français, parce que je ne sais pas comment on dit gaslighting en français et je ne sais pas comment on dit greenwashing en français, donc je suis désolée. Voilà, j'ai mis enfumage pour gaslighting, mais greenwashing, je n'ai pas trouvé, mais vous pourrez me dire s'il y a une traduction officielle en français de ça. Donc, parmi ces dispositifs, en fait, ce qui était choquant dans la période où moi j'étais jeune, c'est tout ce qui concerne l'obsolescence programmée, le fait que finalement, ce qui est produit pour ne pas durer très longtemps de manière à ce que les gens en rachètent. Et le greenwashing, c'est ce qui se passe actuellement.
En fait, maintenant, les gens ont un petit peu mauvaise conscience quand même à cause des questions environnementales. Donc, on fait comme si les produits, en fait, ils étaient environnementalement, finalement, du bon côté de l'histoire, en quelque sorte. Et dans tous ces dispositifs, la notion d'efficience joue un rôle extrêmement important parce que c'est un moteur consumériste. Donc, par exemple, ce qui va se passer, c'est vous avez des marques qui vont vouloir vous vendre, par exemple, un nouveau téléphone en vous expliquant qu'il est encore mieux environnementalement, il consomme encore moins que le modèle précédent. Et donc vous vous dites, bah chouette, du coup, si j'achète celui-là, finalement, je vais faire un bon geste pour la planète. Or, il est absolument clair que tant qu'un appareil marche, il faut l'utiliser. Et parce qu'on ne sait absolument pas les recycler, ces appareils. C'est-à-dire que on peut vous dire, mais il n'y a pas de problème, ça va être réutilisé, etc. Après, en pratique, on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment la possibilité matérielle, ou on ne sait pas faire, ou ce n'est pas en place de recycler plus de, au mieux, 20% des appareils numériques. Donc en fait, on est poussé à consommer des technologies numériques, notamment avec une espèce de chantage à l'efficience. Donc pour résumer, les technologies numériques sont polluantes, bon voilà. D'une certaine manière, elles perpétuent aussi des structures coloniales. Elles contribuent au réchauffement climatique, à l'épuisement des métaux rares et des ressources en eau. Je n'ai pas parlé de ça, mais les centres de données, c'est quand même très très impactant sur les ressources en eau, à la perte de biodiversité et à un accroissement des injustices au niveau mondial. Et elle s'appuie en fait sur des mécanismes économiques qui ont pour but de nous priver, nous, d'agentivité. Donc c'est extrêmement difficile d'aller contrer ces mécanismes. Voilà, et donc du coup, quand on essaye de réfléchir à comment penser la pérennité de l'héritage culturel dans ce contexte, en se disant on va numériser pour l'avenir, c'est quand même extrêmement compliqué. Je rajoute un petit encart sur l'intelligence artificielle et comment elle intervient dans cette équation déjà un petit peu compliquée. Donc, quand je parle d'intelligence artificielle, ici, je ne vais pas rentrer dans des super détails de définition, mais on est d'accord. Je parle de l'IA générative, je parle des chatbots, je parle des grands modèles de langue, en fait, sous la forme commerciale qui a été popularisée depuis en gros 2 ans. Donc, ce qu'on voit dans ce contexte, c'est qu'on a une technologie extrêmement gourmande en ressources. Dans tout ce qui concerne les émissions, depuis que l'IA s'est popularisée dans l'hémisphère nord, en fait, on a vraiment un changement d'échelle dans les émissions. C'est beaucoup, beaucoup plus dans les besoins en eau aussi et en électricité. Et ce qu'on ne voit pas encore, mais qui va devenir compliqué, c'est que les centres de données, enfin, en tout cas, il y a des gens qui le voient, ceux qui habitent à côté des centres de données, pour toutes ces ressources-là, pour l'eau et pour l'électricité, ils sont en concurrence avec les hôpitaux qui se trouvent à côté et avec les ménages qui se trouvent à côté. Donc, il y a un moment où il va peut-être falloir décider si on abonde vers les centres de données ou si on abonde, par exemple, auprès des habitantes et des habitants d'un endroit qui se trouve à côté d'un centre de données. En fait, l'IA, d'une manière générale, contribue à une exacerbation des injustices. L'accès à l'IA est inégal dans le monde. Et il est basé aussi, ça c'est un point quand même qui n'est pas très souvent souligné, sur un modèle économique assez instable, puisque actuellement il y a un certain nombre de marques qui essayent de s'imposer comme leader sur le marché, ce qui fait que l'intelligence artificielle est très peu chère par rapport à son prix réel, que c'est une espèce de bulle, en fait, d'une certaine manière, qui ne va pas pouvoir se maintenir et qui crée des situations de dépendance, en fait, et qui sont du coup pas pérennes du tout. Dans la façon dont fonctionne l'IA, s'ajoute à ça, en plus, un certain nombre de points de vigilance qui sont liés aux données en particulier. Et ces problématiques-là, par contre, ils sont vraiment très bien identifiés. Il y a de plus en plus de recherches sur le sujet. Donc, puis je crois d'ailleurs que ça va être dans les prochaines conférences de l'Obvia, il va être question de tout ça aussi un peu. Donc ces problématiques, c'est que les gens qui nettoient les données d'entraînement travaillent dans des conditions absolument calamiteuses, que en général les méthodes de moissonnage des données sont assez douteuses, à la fois concernant la qualité de ces données et les droits qui y sont associés, que les choix de données d'entrée par un moissonnage pas vraiment rationnel fait que les biais existants déjà dans le numérique sont reproduits, voire renforcés. Les données en sortie sont de qualité extrêmement inégale et toujours sujettes à vérification. Évidemment, il y a plein de gens qui ne vérifient absolument pas, d'ailleurs, mais qui le prennent pour argent comptant. Mais du coup,
Les hallucinations produites par les algorithmes sont prises telles quelles pour argent comptant, voire réutilisées en données d'entraînement. Pardon, il manque un E à donner, je vois ça. Et de manière générale, au niveau des gens qui utilisent l'intelligence artificielle de manière voilà, quotidienne, il y a un manque important de conscience de la valeur marchande de nos données et de nos métadonnées. Euh, je vous ai mis ici un certain nombre de phrases que j'entends très, très, très souvent à propos de l'intelligence artificielle parce que je pense que c'est assez important d'avoir des choses à mettre en face, en fait. Parce que pendant longtemps, j'ai juste rien dit, baissé le nez, et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous mets maintenant en face ce que je réponds à ces questions-là. Et quand les gens me disent, oui, mais il faut absolument prendre en compte la révolution de l'intelligence artificielle. Alors pour moi, c'est pas du tout une révolution technologique importante. Ça désigne principalement le fait qu'il y a énormément d'infrastructures et de fonds infrastructurels qui sont redirigés vers cette technologie alors qu'elle présente énormément de risques. Donc ça, d'une certaine manière, oui, c'est une révolution, mais ce n'est pas forcément la révolution que j'aurais voulu voir personnellement. Vous avez souvent l'argument aussi, tout le monde utilise l'IA, donc il faut faire comme tout le monde une forme de suivisme. En fait, ce suivisme, c'est une vision extrêmement classiste des choses qui ignore notamment le gouffre entre les pays développés et les autres. Il faut déjà avoir une extrêmement bonne connexion Internet pour pouvoir euh, utiliser l'IA comme on le fait dans les pays de l'hémisphère nord. J'entends aussi beaucoup, l'intelligence artificielle me fait gagner du temps. Alors, à moi, certainement, hein, parce que je ne vois pas qu'ailleurs, ça consomme des ressources qui, à terme, vont faire défaut et qui font déjà défaut. C'est quelque chose qui est déjà coûteux pour la moitié invisible du globe. Et ça, c'est un point qui est très important, en particulier dans le contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Qu'est-ce qui se passe quand un étudiant vous dit, ou une étudiante, l'intelligence artificielle va faire ça beaucoup mieux que moi? Et ça, c'est un vrai problème parce que l'idée que si je donne un exercice à faire à une intelligence artificielle et que ce que l'intelligence artificielle produit est mieux que ce que moi, en tant qu'étudiante ou étudiant, j'aurais pu écrire, ça va en fait conduire à un nivellement linguistique par le bas parce qu'en fait, les normes linguistiques vont s'aligner sur ce que produit l'intelligence artificielle. Ça va aussi avoir évidemment pour conséquence une forme d'appauvrissement culturel et une perte de facultés cognitives. Alors ça, c'est important. Il y a aussi eu des travaux récents sur ça qui montraient par exemple que dans le cadre de l'imagerie médicale, d'un côté, l'intelligence artificielle est capable de repérer plus de choses dans l'imagerie, mais d'un autre côté, les médecins qui interprètent ces images, du coup, se reposent sur l'intelligence artificielle et eux sont beaucoup moins capables d'interpréter ou de voir des choses dans l'imagerie que ça pouvait être le cas avant. Donc, il y a plus de choses qui leur échappent parce qu'ils font confiance à ce que va faire, à ce que va trouver l'intelligence artificielle. Donc cette perte de faculté cognitive, elle est déjà là, on la voit déjà et elle a déjà des conséquences, notamment sur la santé. Pour l'héritage culturel, évidemment, ça veut dire qu'on est dans une situation vraiment délicate et vraiment compliquée. On a d'un côté une approche en général maximaliste qui veut qu'on numérise tout, alors qu'on est dans un contexte où les ressources sont de plus en plus précieuses et de moins en moins nombreuses. Et ces questions d'accès aux ressources naturelles et d'accès aux ressources numériques, ce sont deux domaines dans lesquels on peut voir s'exprimer des formes d'injustice extrêmement importantes au niveau mondial. Et je pense que c'est exactement pour ça que le geste de jeter de la soupe sur le Van Gogh était d'une certaine manière le bon aussi dans la manière dont il a été disséminé de manière, voilà, par les réseaux sociaux, etc. Ça interroge les deux, en fait. Ça interroge l'accès aux ressources naturelles, l'accès à l'héritage culturel et la numérisation, la manière dont la numérisation contribue à ces dynamiques. Euh, une question importante, notamment, c'est celle des acteurs qui sont impliqués dans ces stratégies de pérennisation, notamment numérique. Pendant très longtemps, les bibliothèques, par exemple, se sont reposées sur le fait que Google Books allait numériser. Donc maintenant, ça a changé, mais il y a 10 ans, c'était quand même ça le top du top. Et on a donc une certaine difficulté à recentrer les stratégies de pérennisation sur des acteurs publics qui seraient par exemple des institutions mémorielles, des universités, etc., en particulier dans la collaboration entre différents types d'acteurs publics. Euh,
ce qui est important dans cette espèce dans ce recentrement sur des acteurs publics, ce serait de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'éthique du travail sur les données patrimoniales. Si on regarde ce que font les institutions mémorielles, comme je vous le disais au début, les archives, les musées, les bibliothèques, ils ont l'habitude en fait de ce travail de curation ou de sélection. C'est quelque chose qui fait partie de leur mission, qu'ils assument en fait. Et c'est beaucoup moins le cas dans le monde académique. C'est ce qui rend parfois les collaborations difficiles. D'un côté, on va avoir des institutions patrimoniales qui vont dire, bon, bah, nous, on a comme axe cette année, comme priorité de numérisation, ça et ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas faire tout. Et d'un autre côté, on a la recherche qui dit, mais c'est complètement arbitraire, pourquoi ça et pas autre chose? Ben, parce qu'il y a finalement une réflexion sur ce sujet que le monde académique refuse encore souvent d'avoir. Donc, dans la recherche, on a une espèce d'illusion d'œcuménisme. Allez, nous, on va accepter tout, on va prendre tout, on va faire tout. Ce qui a pour effet, finalement, de renforcer une forme de canonisation de certains aspects sans vraiment l'avoir pensé. Et en réalité, ça va être adossé aux appels de fonds déterminés par les ministères, les fondations ou l'industrie. On a la possibilité de demander de l'argent pour faire tel truc en particulier parce que ça correspond à l'appel. Donc, c'est ça qu'on va vouloir numériser. Bon. Ce qui pose vraiment question sur les stratégies qui vont derrière à moyen et long terme. Donc en fait, à mon avis, une des stratégies importantes pour aller de l'avant, là, ce serait de repenser les partenariats pour le monde académique, c'est-à-dire quelles sont les infrastructures sur lesquelles on va pouvoir se reposer dans 5 ans et dans 10 ans. Je pense très sincèrement que les institutions mémorielles sont un très bon partenaire, même si ce n'est pas forcément évident de travailler avec eux en première instance, parce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas de la même manière. Euh, et ce qui est important, ce serait aussi de reconnaître d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler notre responsabilité éthique, c'est-à-dire pas juste ce qu'on va faire pour nos données à nous, mais aussi de regarder un petit peu ce qui concerne les données des autres et sortir en fait d'une logique de concurrence. On ne va pas se dire, ah ben moi, il faut que je numérise encore plus de ceci parce que le gars de l'université d'à côté, il a numérisé encore plus de cela, quoi. Donc réfléchir davantage à partir de besoins. Donc de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? À mon avis, un des trucs dont on a vraiment besoin, c'est de reconnaître le rôle clé de l'accès aux données, patrimoniales notamment. Si on commence à réfléchir à cette question de l'accès aux données, on va pouvoir définir un peu mieux quelles données on veut prendre en compte, pour qui on a besoin de ces données, comment est-ce qu'on veut leur donner accès à ça. Je suis obligée de dire, bien que ce ne soit pas très sexy, bien que ce soit quelque chose dont on préférait que ça ne fasse pas partie finalement du travail de recherche, que malgré tout, la question de la gestion des données, c'est central, que les questions de format des données, ce ne sont pas juste des questions techniques, ce sont des questions aussi politiques très importantes, ce sont des questions qui orientent vraiment la recherche au sens où c'est ça qu'on aura pour travailler dans 5 ou 10 ans, ce qu'on est en train de numériser maintenant. Euh, et ce qu'on est en train de numériser maintenant selon un certain nombre de critères, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de numériser maintenant qui vont complètement partir en fumée parce qu'on n'aura pas l'infrastructure derrière, parce qu'on n'aura pas réfléchi à la manière dont ça a été numérisé. Une chose extrêmement importante, c'est la découvrabilité. C'est-à-dire que si je mets une tonne de scans en ligne sans leur associer de métadonnées, c'est comme s'ils n'étaient pas là parce que personne ne peut les trouver. Donc ces questions de découvrabilité, elles nous ramènent à nouveau aux institutions mémorielles parce que ça, c'est aussi exactement ce qu'elles ont toujours fait, les institutions mémorielles, du catalogage, de manière à ce qu'on puisse se retrouver dans la masse. Donc à nouveau, là, c'est un point sur lequel les collaborations sont en fait vitales pour la recherche d'une certaine manière. Euh, je voudrais revenir aussi rapidement sur la question de l'interface humain-machine, parce que ça, c'est aussi un point sur lequel c'est difficile de revenir sur les avantages acquis ou les privilèges acquis. C'est-à-dire que maintenant, on a un peu pris l'habitude d'avoir accès à tout, tout le temps. C'est-à-dire, même moi, d'ailleurs, mon édition numérique, elle est en ligne et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, si jamais c'est pas assez joli, pas assez dans la logique du design actuel. Je vais vouloir que la page web soit plus belle, réfléchir à d'autres façons de l'organiser, etc. En fait,
on est dans ces relations entre l'humain et la machine, dans une perspective où on s'intéresse davantage à ce qui va se passer à l'extérieur, donc le front-end, la page web, que ce qui se passe avec les fichiers sources, le back-end, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là, à quoi elles ressemblent, où est-ce qu'elles vont, etc. Alors que c'est précisément ça, le source, qui va pouvoir être pérennisé pour l'avenir. Donc, pour ces collaborations avec les institutions mémoriales, on a besoin de protocoles d'échange d'informations, ce qui n'est pas simple parce que les institutions mémoriales et la recherche situent l'autorité pas au même endroit, en fait. Donc, c'est particulièrement intéressant si on travaille sur les métadonnées. Par exemple, les métadonnées, c'est quelque chose qui, quelque part, enfin, d'un point de vue de la recherche, n'a pas d'auteur ou d'autrice. Alors qu'en réalité, la personne qui va décider ce qu'on met dans ces métadonnées, ça va être essentiel. Il faut pouvoir le corriger, il faut pouvoir revenir dessus. Et si on veut échanger des métadonnées entre institutions patrimoniales et recherche, il faut pouvoir s'entendre sur la nature de ces métadonnées. Donc là, il y a quand même quelque chose à travailler d'extrêmement important. Et l'autre point important, c'est donc de travailler dans le sens d'une mutualisation d'infrastructures, c'est-à-dire que ben, les institutions mémorielles, elles ont déjà des infrastructures notamment pour ces questions de préservation pérenne de données. Une des difficultés qu'on a dans le monde académique, c'est que l'innovation est survalorisée. C'est-à-dire que pour faire de la bonne recherche, il faut faire une recherche que personne n'a fait avant. C'est comme ça dans les appels à projets, dans tous les phénomènes, dans tous les systèmes de réputation, les systèmes de promotion, ils sont basés sur le fait de faire des choses que personne n'a faites avant. On n'est pas du tout dans une logique de réutilisation. Et là, évidemment, là, ça nécessiterait un changement de mentalité assez fondamental qui est impossible sans volonté politique, notamment au niveau des financements. Donc c'est en partie lié à la question de la crise de la reproductibilité, en fait. Le fait que c'est absolument pas valorisé de réutiliser ou reproduire, ou très peu, par rapport à l'innovation. Donc, ce qu'on voit, c'est que la science ouverte qui essaye d'aller dans ce sens, dans le sens d'une culture de la réutilisation, elle a beaucoup de mal à s'imposer face aux intérêts économiques, industriels voilà, qui sont les forces de l'autre côté, en quelque sorte. Pour autant, elle a déjà quand même posé les bases qui permettraient, enfin, qui sont alignés avec la possibilité de faire levier finalement. Si on regarde en détail les principes FAIR et les principes CARE, en fait, ils sont vraiment alignés avec la prise en compte des ressources et des acteurs. Donc, en fait, plus on les implémente de manière cohérente et pratiquement à la lettre, plus on va aller dans un sens de pérennité. Euh, il faut aussi, il serait temps qu'un certain nombre d'acteurs académiques, donc bien sûr les universités, les institutions, etc., mais aussi les sociétés savantes, prennent conscience qu'elles sont en position d'impulser un certain nombre de changements. Ça aussi, ce serait un levier possible des prises de position de sociétés savantes qui remontent aux financeurs, etc. Et alors, pour le coup, je ne connais pas très bien la situation au Québec, donc vous allez me dire si ça, c'est quelque chose qui existe dans votre paysage, mais ce qui est certain, c'est qu'en Europe, il y a quand même des efforts pour ça. Euh, les, les infrastructures de recherche sont un outil extrêmement important, très mal connu dans le monde académique en général, mais qui permettent de mutualiser un certain nombre de ressources, de valoriser des bonnes pratiques et qui donnent la possibilité aussi de prendre en compte les besoins qui sont ceux des communautés de recherche. Un point qui me semble particulièrement important, c'est la question de l'éducation au numérique. En fait, tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, moi, en fait, je fais de la littérature, hein. Je ne suis pas du tout informaticienne. Je me suis formée à ces choses-là parce que c'était juste plus possible de faire de la recherche autrement. Mais en vrai, tout le monde devrait savoir ce que j'ai dit. Il y a rien de très, très sorcier dans tout ce que je viens de vous raconter. Et c'est assez symptomatique du fait que on manque d'une éducation au numérique en fait, dans l'ensemble de la population de l'hémisphère nord. On a très très peu de dispositifs de sensibilisation au travail sur les données et sur la manière de les transformer, très peu de dispositifs pour sensibiliser à leur impact sur la pérennisation de l'accès au savoir et à la culture. Donc dans ce contexte, avec un ami, on a créé une structure de conseil qui s'appelle Stripes and Strings. Je vous ai mis le lien. Bon, pour l'instant, on n'est pas, comment dire, on n'est pas
débordée de travail. Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'est-à-dire d'essayer de voir comment, dans le travail sur les projets concrets, on peut euh, procéder ce travail de sensibilisation sur l'importance des données en termes de pérennité. Euh, L'abêtissement numérique généralisé est évidemment favorable aux grandes compagnies qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, génèrent des dépendances à certains produits par intérêt commercial en rajoutant maintenant un petit vernis de greenwashing par-dessus. La sobriété là-dedans, donc c'est assez le vocabulaire un peu compliqué entre le français et l'anglais. Donc en français on dit sobriété, c'est en général la traduction utilisée pour sufficiency par opposition à efficiency. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que l'efficience, en fait, c'était un piège. Donc, le principe de l'efficience, tel que c'est défini dans le rapport du GIEC, c'est de dire on va optimiser à la marge les technologies qui sont utilisées dans les pays qui sont les plus impactants au niveau environnemental pour essayer de limiter la casse. Bon. La sobriété, par opposition, ça consiste à dire on ne va pas partir du point de vue de l'hémisphère nord, on va considérer en fait l'ensemble des ressources qui existent pour l'ensemble de la planète et on ne va prendre des décisions de consommer des ressources qu'en fonction de ça, c'est-à-dire uniquement en s'étant demandé si ça va permettre à tout le monde dans l'ensemble du globe, si je développe cette technologie ou si je fais ceci, d'avoir malgré tout l'ensemble de ces besoins, des besoins vitaux qui sont respectés. Donc en gros, l'idée, c'est de prendre en compte le fait que l'ensemble de la population sur Terre a un certain nombre de besoins vitaux et que ça, c'est la base de départ et que tout le reste part de ça, part de d'abord assurer ça. Donc la sobriété, ça consiste à pas considérer juste notre point de vue, mais essayer de penser ce qu'on fait dans la réalité physique et sociale du monde, ce qui nécessite, je pense, pour des gens comme nous, d'abord de comprendre notre privilège, ce qui est un positionnement qui permet un peu de revisiter son hygiène de travail, ses priorités aussi. Alors la difficulté, c'est que ça peut très vite basculer dans la culpabilisation individuelle. Oui, bah, on est horriblement privilégié. En fait, c'est d'une certaine manière, on ne peut que faire les choses de travers. Mais en même temps, c'est aussi, si on prend les choses dans notre contexte en général et sans s'arrêter à cette culpabilisation individuelle, une façon de reconnaître notre place et notre responsabilité dans une situation qui est systémiquement problématique. C'est-à-dire que ce n'est pas moi individuellement qui vais, en changeant, je ne sais pas quoi, en arrêtant tout aujourd'hui et en partant ailleurs, ça ne va pas tout changer. En fait, ce qu'il faut faire bouger, c'est le système. C'est la manière dont, du fait de notre privilège, on est en position de faire bouger le système. J'arrive à la fin. Une chose qui est intéressante, et pour revenir aux exemples que je vous ai donnés en fait au début, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la pérennisation de l'héritage culturel, en fait, c'est le reflet de politiques et d'effets de domination et que ces questions de pérennisation numérique de l'héritage culturel, elles ont beaucoup à voir avec notre rapport à la norme. Est-ce que ce qu'on fait, nous, c'est produire une norme ou remettre une norme en question et où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Donc, en sciences humaines, en général, on aime bien se dire qu'on remet la norme en question, mais en fait, si on y regarde bien, est-ce qu'on est vraiment, vraiment en train de remettre une norme en question? Pas forcément. Euh, et la difficulté en fait de cette remise en question, c'est qu'elle passe par la reconnaissance d'une violence qui est inhérente au système. Et c'est exactement ce que dit Freud, et c'est exactement ce que disent aussi Phoebe Plummer et Anna Holland, les deux jeunes femmes de Just Stop Oil qu'on a vues sur l'image de tout à l'heure. Donc, comme on est face à quand même à cette forme de violence, une chose qui est extrêmement importante, c'est de ne pas rester seul avec ça. Il y a des institutions qui ont tout à fait leur part à prendre dans les changements à impulser, des organisations qui sont là. Il y a aussi la possibilité de se tourner vers des structures décentralisées dans la mise en place de stratégies qui sont plus holistiques, c'est-à-dire qui vont prendre en compte l'ensemble de l'écosystème qui va être impliqué dans la pérennisation de l'héritage culturel. Voilà, je vous remercie pour votre attention.